Le travail devient d'autant plus absolument mort, il devient le travail d'une machine. Quand je ne donne pas de nom d'auteur, je lis ce texte, on me dit que c'est un texte de Marx. Il est toujours l'outil, la seule chose qui reste du travailleur et de l'objet travaillé. Ça, c'est Marx reprendra ça. Les deux extrêmes, le travailleur et l'objet travaillé, s'usent et disparaissent dans le procès de production. Ça dit bien ce que c'est l'esprit chez Hegel, c'est tout sauf une petite vapeur immatérielle ou une fumée. Il faut au contraire un long processus matériel pour faire surgir l'esprit. Hey! Quit stalling. Get back to work. Go on. Il est en train de parler de la société civile. Et qui, telle une bête sauvage, a besoin d'être continuellement domptée et maîtrisée avec sévérité. Vous vous en doutez, Hegel ne laisse pas la sauvagerie libérale se déchaîner, mais il dit que la bête, il faut la dompter et la maîtriser avec sévérité. Je m'excuse tout de suite auprès, par exemple, d'autant que c'est quelqu'un de très assidu et très fidèle à nos interventions. Je pense à Stéphane De Albertis, que je salue ici et que j'en profite pour le remercier pour la gentillesse de ses commentaires et leur pertinence surtout. Alors, je passe tout de suite à sa question parce que je l'ai assez fait attendre. Alors, bonjour, monsieur Baguet. Voilà, excusez-moi de vous déranger, mais l'autre jour, je regardais une vidéo mise en ligne par Émeric Monville où il était question d'économie. Et il s'agit de la suite d'entretiens qui montrent que Marx avait raison, avec quelqu'un qui est pour moi une des révélations de l'année. Je l'ai déjà dit et je le maintiens et je réitère ici l'estime dans laquelle je le tiens depuis que je fais sa connaissance. Il s'agit d'Antoine Wattan, qui est pourtant bien jeune et qui maîtrise des corpus que même pas mal de ses aînés dans sa discipline ne se débrouille pas aussi bien avec certains textes difficiles et certains auteurs. Et surtout, ça n'empêche pas, jamais les arbres ne lui cachent la forêt. Mais il connaît les arbres aussi bien que la forêt. C'est ça qui est assez étonnant. Voilà, donc c'est dans le cas de cette série d'entretiens. Dans cet entretien, alors, qui est en plusieurs épisodes, avec Monsieur Wattan, il s'agit d'Antoine Wattan, hein, je retenez bien ce nom, il est abordé un écrit de Adam Smith, un des pères fondateurs de l'économie politique britannique et donc moderne, dite classique, qui décrit une fabrique d'épingles. Ça a rappelé à mon souvenir que dans un de vos ateliers de philosophie, je les ai tous suivis, soit en Facebook Live, soit en différé sur votre chaîne. J'admire parce que des fois, moi, je m'y perds. Avec les amis de Dominique Pagani, vous aviez abordé la relation de Hegel, Marx et Engels. Et il me semble qu'à ce sujet, pour illustrer votre propos, vous nous aviez lu un extrait de cahier non publié de Hegel qui faisait un descriptif d'une fabrique d'épingles. Je voulais savoir si je ne me trompe pas. Étant un autodidacte, il m'arrive d'être hésitant et de complexer et il peut m'arriver de faire des confusions. Là, je m'arrête pour lui dire tout de suite qu'il ne s'inquiète pas, on en est tous là. Surtout, c'est la preuve qu'on bosse quelque part et qu'on recherche. D'ailleurs, ce site, alors ça s'adresse à Pierre-Alain plus qu'à moi, ce site est très bien fait et c'est un outil précieux pour les personnes comme moi qui souhaitent acquérir savoir et culture.
Alors, je vous remercie beaucoup. Je passe un peu vite parce que c'est des hommages, hein. Le temps que vous donnez un peu partout et pour tout votre travail de passeur, c'est très important dans la conjoncture, voilà, qui est encourageant et ça m'aide beaucoup dans mon observation au quotidien et dans mon regard de militant. C'est là qu'on voit la différence entre la modestie, qui est une posture, et l'humilité, qui est une vertu cardinale, n'est-ce pas? Oui, alors je lui réponds tout de suite, mais avec grand plaisir. Mais oui, j'avais bien parlé de Hegel parlant d'une fabrique d'épingles, texte incroyable qu'on croit être sorti tout droit du Capital et qui est écrit par le jeune Hegel dans enfin, en termes d'année scolaire 1803-1804. Il s'agit d'un texte assez difficile à trouver. Je vais quand même le présenter à la caméra dans sa version originale. Il s'agit d'un texte on a coutume de traduire son titre, qui n'est pas de Hegel, comme la première philosophie de l'esprit, donc aux presses universitaires de France, donc au PUF, difficile à trouver. Collection Épiméthée. Épiméthée, c'est le frère un peu pas très futé de Prométhée, dans la mythologie. Et alors, dans cet ouvrage, s'il arrive à le trouver sur Internet, mais à mon avis, il devrait quand même y arriver, j'espère que ce ne sera pas trop cher, il s'agit du 5e paragraphe, c'est pratiquement à la fin du volume, vous voyez, en termes pardon, mais il est ancien, c'est pour ça que je le garde dans une enveloppe et les couvertures partent, vous voyez, c'est la fin, il ne reste plus que ça, vous voyez. Et c'est aux pages 127-128, il va trouver la réponse à sa question. Et en fait, effectivement, jamais Hegel n'a été aussi près des premiers travaux du Marx qui découvre l'économie, donc c'est même bien au-delà du jeune Marx, n'est-ce pas, du très jeune Marx, de celui de l'époque de Feuerbach. Parce que jusque-là, Marx était un immense, c'est sans doute le meilleur philosophe de son temps, mais il n'avait pas encore découvert l'envers du décor, l'enfer du décor. Oui, l'enfer. Hein. Vous avez un enfant de 7 ans et il travaille déjà depuis 1 an à l'usine, 14 heures par jour. Ce qui m'est arrivé de dire que c'était le plus grand goulag de tous les temps, l'usine du siècle dernier. Et Marx précise bien que celles qu'il voit en Angleterre avec la misère ouvrière qu'il y a, c'est pas le pire, c'est bien pire sur le continent, en particulier en Allemagne. Oui. Je suis d'autant plus content qu'il m'interroge sur cet ouvrage, sur lequel je reviens souvent, parce que je commente un peu pourquoi on l'appelle la première philosophie de l'esprit, parce que c'est la période d'Iéna, sans doute la plus féconde dans ce parcours du combattant qui était celui des intellectuels allemands de cette époque essentiellement. Rappelez-vous que l'Allemagne n'est pas un pays centralisé comme la France. Il ne s'agit pas, comme a fait Gluskar, de monter d'abord, n'est-ce pas, de Gaillac à Toulouse, puis de Toulouse à Paris. Tout le chemin mène à Paris. Là, je veux dire, toutes ces villes, Francfort, Munich, je ne parle même pas de Berlin, mais sont toutes des Baden-Baden, des petites capitales qui ont leur opéra, leur théâtre, leur palais ducal ou grand-ducal ou princier ou royal quand c'est en Bavière, par exemple. C'est pas, vous voyez, comme c'est le cas à Munich. Donc, les étapes de carrière de Hegel, c'est qu'il a été prof tantôt à Bamberg, tantôt à Munich, tantôt bien sûr, pour finir à Berlin, et à Nuremberg, bien sûr, où il a trouvé sa future épouse, qui était une patricienne de Nuremberg, la deuxième ville de Bavière après Munich. La période d'Iéna est celle qui va se terminer par la rédaction de la phénoménologie de l'esprit, rien que ça. Autrement dit, c'est à Iéna que se termine la période les œuvres dites de jeunesse de Hegel. La phénoménologie étant le Aufhebung en termes hegeliens, supprimer, conserver, où se supprime la période de jeunesse tout en se conservant ce qu'elle avait produit, c'est-à-dire justement le système. La première philosophie de l'esprit, c'est ce système qui commence à prendre corps pour la première fois dans cet ouvrage, puis qui va être encore remanié, d'où la deuxième philosophie de l'esprit que de 1805, on n'est pas là pour faire travailler Hegel à la grecque, mais c'est pour vous montrer l'importance de ce texte, dans lequel on trouve un passage que j'aime bien citer, parce que pour la première fois dans l'histoire, même pas seulement de la philosophie, de la pensée, un philosophe, un écrivain, un penseur intègre l'outil, la force productive en termes marxiens, hein,
L'outil, au sens vraiment au sens propre, hein, il n'y a aucune métaphore, hein, intègre l'outil comme ce qu'il appelle une des 3 puissances de l'esprit. Puissance, c'est l'époque où il y a encore un vocabulaire schellinguien signifiant ici racine, là où l'esprit est en puissance, si vous voulez, il n'a plus qu'à y surgir en acte, hein. Donc, pensez à racine dans votre tête quand il y a le mot puissance. Il y a 3 instances qui sont les 3 puissances de l'esprit, dit Hegel, dans l'ordre chronologique: la mémoire, le langage, l'outil. La mémoire, le langage, il n'est pas le premier Hegel, là. Ça fait depuis l'Antiquité. Hein, Platon disait déjà que toute connaissance est remémoration. On traduit quelquefois par connaître, c'est se souvenir, n'est-ce pas, d'une manière un peu moins précise, mais qui a le mérite de la clarté. En fait, c'est se ressouvenir, hein, c'est ça la réminiscence. On avait vu ça quand on a parlé d'anamnèse. La mémoire, c'est important. La mémoire et le langage s'impliquent mutuellement, puisque vous avez la gentillesse enfin, c'est très gratifiant pour l'effort de transmission que j'essaye de faire, de me dire: «Vous avez suivi toutes les vidéos». Vous devez, vous rappeler d'un cycle assez récent, justement, sur, la mémoire et l'oubli, sur, l'anamnèse et l'amnésie et l'anamnèse, n'est-ce pas? Qu'on a vu illustrer récemment, en plus, d'une manière plus dramatique, dans le ring avec ce pauvre Siegfried qui boit à la fois le liquide qui lui fait perdre la mémoire et qui lui fait oublier la Valkyrie pour tomber amoureux de Gudrun. Et enfin, quand il retrouve la mémoire avec le fil qui la lui rend et où il avoue sa faute fatale en remontant dans son passé. Donc, où je veux en arriver? Je veux en arriver que mémoire et langage, l'ordre n'est pas dû au hasard comme ça, n'est-ce pas? Nous avons vu dans ce cycle que j'ai fait sur l'anamnèse et l'amnésie que je l'ai mis d'ailleurs sous le patronage d'un nom propre dont vous vous souvenez certainement, qui est Mnémosyne, n'est-ce pas? Mnémosyne, la divinité pour aller vite, n'est-ce pas? Elle est quand même fille d'Ouranos, hein, du ciel, donc fille d'un titan, hein, fille titanique. Et fécondée par Zeus, elle a enfanté les muses. Les muses, n'est-ce pas? Celles qui parlent tantôt pour réciter l'histoire, Clio, tantôt pour faire de la poésie lyrique, tantôt pour faire de la musique, Erato, tantôt pour la danse, Terpsichore, etc., etc. Donc Mnémosyne, les anciens disaient qu'elle était la déesse de la mémoire, hein, vous voyez son radical, Mnémosyne, et donc du langage. Parce que quand je vous dis: «Tiens, voici mon portable», je ne peux le nommer que parce que je le reconnais, parce que je fais une petite virée dans mon passé, n'est-ce pas? Où j'ai appris que ceci, c'était un portable et je le reconnais. Donc, laissons là pour l'instant. La mémoire et le langage, c'est des problématiques qui remontent, comme on l'a vu, on est en train de le voir, aux origines, même pas seulement de la philosophie, mais pratiquement, n'est-ce pas, de la symbolique, puisque la mythologie unifie les 2 en mnémosyne. Ce qui est beaucoup plus surprenant, et ça c'est la première fois dans l'histoire de la pensée, c'est qu'un auteur, pardon, un philosophe, en l'occurrence, comme Hegel, inscrit l'outil, ce qu'il y a de plus prosaïque, de plus matériel. Alors ça, c'est pas ma manière de parler, mais vous remarquerez que la plupart du temps, lorsqu'on sort l'épithète matériel, on ne peut pas s'empêcher de le faire précéder de l'adverbe bassement matériel. D'accord? Comme si la musique de Mozart n'était pas de la matière aussi. Les vibrations dans l'air sont de la matière. Je sais que j'en scandalise pas mal, parce qu'il faut que cette matière ait une certaine forme pour être la musique de Mozart, bien sûr. Mais enfin, si cette forme ne s'inscrivait pas dans une matière, on n'entendrait rien du tout, n'est-ce pas? Voilà, il ne faut pas l'oublier. Il faut rester matérialiste en ce sens-là, même si c'est ici une matière. Alors là, je me sépare, bien sûr, de l'idéologie dominante d'aujourd'hui, et y compris des positivistes, c'est une matière, mais je ne crois pas que je vous apprenne grand-chose, puisque vous avez suivi pas mal de vidéos. C'est une matière historique et non pas une matière naturelle, une matière spirituelle en termes hegéliens, dans la mesure où l'esprit s'oppose à la nature, justement pas à la matière, à la nature. L'esprit, c'est une matière historique qui s'oppose à la matière naturelle. Je suis content que vous m'ayez donné l'occasion de préciser des choses qu'on a rarement l'occasion de préciser. Dans la confusion où surnagent ces notions par les temps qui courent.
qui est un grand temps de régression à ce niveau-là par rapport au niveau où on était arrivé de Kant à Marx et à Lénine. J'aurai pas mal d'occasions d'y revenir, vous vous en doutez, donc je ne m'attarde pas. Donc, l'outil, troisième puissance de l'esprit, parce que Hegel s'aperçoit qu'il y a un point commun entre l'outil et le langage. Pourquoi l'outil vient juste après le langage? Parce que le langage, on l'a vu, son rapport à la mémoire me permet de retenir, n'est-ce pas? La chose peut disparaître, mais le mot est là. Rappelez-vous Descartes, quand il s'aperçoit que ce morceau de cire qu'il avait défini comme quelque chose de blanc, de sucré, avec une agréable odeur de miel, il n'a point perdu l'odeur des fleurs dont il a été recueilli. À l'époque, on faisait encore les bougies, morceaux de cire, n'est-ce pas? Les bougies avec lesquelles on s'éclairait étaient faites avec la cire naturelle, ce n'était pas de la sterline. Donc, sa figure, sa grandeur sont apparentes. Enfin bref, comme il dit, toutes les qualités sensibles qui peuvent faire connaître un corps se rencontrent en celui-ci. Mais voici que pendant que je parle, on l'approche de la flamme d'une chandelle. Le blanc devient jaune, sa grandeur augmente, et quoi qu'on le frappe, il ne rendra plus de son. Enfin bref, toutes les qualités changent tout d'un coup. Ça, pour l'instant, c'est une expérience que chacun peut faire. Tout ce par quoi je l'avais défini change. Alors pourquoi je continue à le nommer ce morceau de cire? Puisque je l'ai défini par ses qualités qui sont justement ce qui a disparu. Juste en allumant une flamme, n'est-ce pas? Et Descartes, immense philosophe, pose cette question. La question philosophique par excellence. Celle qui ne pose pas de questions aux autres. Les autres voient cette transformation. Descartes dit, la même cire demeure-t-elle après ce changement? La même cire, la même que celle que j'avais définie comme étant blanche, sucrée, évidemment. Mais du point de vue des sens, tout a changé. Et bien Descartes met point à la ligne, et il met certes, elle demeure et personne ne le saurait nier. Donc on prend un sujet grammatical, la cire, mais on ne sait plus très bien sur quoi ça repose, parce que tout ce qui était évident, vidéo, ce que je vois, a changé. Mais je pense, j'imagine, je juge, dira Descartes. Je ne le vois pas, mais je juge. Et c'est le fameux passage qui se terminera par des manteaux, des chapeaux. Non, je ne suis pas en train de délirer, de m'égarer. C'est Descartes, en toutes lettres, qui dit qu'il faut que je prenne garde à la manière dont les mots, n'est-ce pas, me font aller quelquefois bien au-delà de ma pensée. Il le dit de manière un peu plus longue, mais je gagne du temps. À savoir, je dis par exemple, et là je le cite mot pour mot, de cette fenêtre, je dis que je vois des hommes. Or, que vois-je? Sinon des manteaux, des chapeaux, qui peuvent recouvrir des spectres mus par des ressorts. C'est un passage extraordinaire. Il y avait les premiers automates qui commençaient à apparaître. C'est le mécanisme cartésien suite à la physique de Galilée. Hein. Bon, donc il fait l'hypothèse, mais fantastique, que peut-être je dis que je vois des hommes, pour l'instant je vois des manteaux, des chapeaux, je ne sais pas ce qu'il y a en dessous. Donc je juge que ce sont des hommes. C'est une activité de l'esprit, alors que voir, c'est passif. Vous voyez? Donc, cette première philosophie de l'esprit est capitale parce qu'elle montre que ce qui semblait être le privilège du langage, n'est-ce pas? J'ai une mémoire qui me fait dire que j'ai un mot pour exprimer une chose à quelqu'un, le triangle du langage. Mais l'outil, qu'est-ce qu'il fait? Et là, je ne peux pas m'empêcher de vous lire, c'est court, c'est très court, le passage où il parle de l'outil. Je m'en parle parce qu'après, l'outil va devenir, à l'époque moderne, la machine à fabriquer les épingles qui vous a incité à poser cette question. Vous voyez jusqu'où elle nous amène. Or, il dit ceci, à propos de l'outil, le travail doit être de même, le travail vraiment matériel, hein, celui de l'homme de la préhistoire qui fabrique un arc, ou bien même qui polit un caillou, une pierre, hein, qui lui donne la forme d'une pointe de flèche. Le travail doit être de même le moyen terme en lequel les deux extrêmes se rapportent comme opposés. Ça a l'air abstrait. Les deux extrêmes, c'est moi, le travailleur, et l'objet travaillé. Entre les deux, il y a l'outil qui s'interpose, n'est-ce pas? Le travail doit être de même le moyen terme, au sens propre, celui qui est au milieu, en lequel les deux extrêmes se rapportent comme opposés et en lesquels ils subsistent en tant qu'ils sont séparés, et par quoi l'acte de travailler comme tel a son existence permanente, quasi celle d'une chose, à la différence des mouvements qu'on fait instinctivement
L'instrument est le moyen terme existant. Ça existe, un marteau, ça existe, une meule. J'ai trouvé des meules en plein Sahara, c'est assez mouvant. L'instrument est le moyen terme existant, rationnel, parce que ça suppose une pensée, ça suppose que je sais à quoi je vais le destiner comme fonction. Ça suppose que je fais quelque chose qui ne me sert à rien dans l'immédiat, mais j'ai une projection qui va me servir dans le futur. On a vu un petit peu ça récemment. L'instrument est le moyen terme existant, rationnel, l'universalité existante du processus pratique. Il apparaît du côté de ce qui est actif, l'instrument, face à ce qui est passif. Si je travaille du bois, vous voyez, le bois, il est passif, et mon racloir, n'est-ce pas, sert à l'affûter. Il apparaît du côté de ce qui est actif face à ce qui est passif, mais il est lui-même passif du côté du travailleur par rapport à celui qui s'en sert. Vous voyez la belle dialectique. Actif par rapport à l'objet travaillé et il est passif par rapport à celui, au travailleur qui l'utilise. Donc il est passif par rapport à un extrême et actif par rapport à un autre. Du côté du travailleur et actif vis-à-vis de l'objet travaillé. Il est, écoutez bien, car c'est la clé de ce qui fait que l'homme va commencer à avoir une histoire. Il est ce en quoi le travail a sa permanence, alors que les mots sont encore évanescents. Il est ce en quoi le travail a sa permanence. Les enfants de la nouvelle génération, dans les cavernes ou sur les maisons sur pilotis, ne vont pas recommencer à chaque fois à zéro, comme un petit tigre qui, à sa naissance, n'est-ce pas, redevient un embryon de tigre, comme nous d'ailleurs, physiquement à la naissance. Sauf que nous, on n'a pas que l'hérédité, on a aussi l'héritage. C'est que l'enfant va se trouver tout de suite dans un monde, rapidement, pardon, dans un monde outillé. Et là, on ne recommence pas l'histoire à zéro. Il va se retrouver face à des objets en métal. Il a fallu déjà des millions d'années pour passer de la pierre taillée à la pierre polie et de la pierre polie au bronze et du bronze au fer. Il est ce en quoi le travail a sa permanence. Il est toujours l'outil, la seule chose qui reste du travailleur et de l'objet travaillé. Ça, c'est Marx reprendra ça. Les deux extrêmes, le travailleur et l'objet travaillé, s'usent et disparaissent dans le procès de production. Le travailleur s'y épuise et l'objet travaillé, ben, je sais pas moi, si c'est une forêt ou un marécage, il devient un champ. Regardez en Hollande, par exemple, n'est-ce pas, comme ça a été conquis sur la mer. Et si c'est un bloc de pierre, c'est pas, il va disparaître en autant de pointes de flèche qu'on a besoin pour les mettre sur les manches. Il se transmet dans les traditions. Il se transmet dans les traditions, de père en fils, comme ça, on va, de père ou de tuteur en disciple, on va se transmettre. Ça, c'est l'outil dans son concept, dès son origine, dès la préhistoire, si vous voulez, le moyen terme, n'est-ce pas? C'est ce qui va fonder la praxis, le rapport pratique au monde, sans lequel l'esprit ne serait pas apparu. Voilà l'audace. Pour la première fois, un penseur dit que ça dit bien ce que c'est l'esprit chez Hegel, c'est tout sauf une petite vapeur immatérielle ou une fumée. Il faut au contraire un long processus matériel pour faire surgir l'esprit, n'est-ce pas? Alors, vous voyez que votre question, jusqu'où elle va, hein? Et voici donc, dans le chapitre numéro 5, qui a pour titre, je vous le dis, hein, pour vous repérer, l'esprit d'un peuple. Et vous voyez que l'esprit, ici, il faut le prendre d'une manière maintenant très concrète. Voyez, très concrète. Je dis plus matériel, je dis concret pour être plus précis, n'est-ce pas? Hegel dit dans le principe de la philosophie du droit, son testament politique, le vrai est le concret, virgule, et le vrai est toujours concret. Il donne cet exemple dans un sous-chapitre qui commence par lettre grecque alpha. Hein. La division du travail accroît l'abondance des objets fabriqués. Là, il passe au monde moderne, au machinisme, n'est-ce pas? Il est contemporain de ce grand craquement, comme je dis souvent, de la révolution industrielle qui s'est produite d'abord en Angleterre et qui ne va pas tarder à faire tache d'huile en Europe. Dans une manufacture anglaise, et voilà la réponse à votre question, 18 hommes travaillent à la fabrication d'épingles, chacun a une tâche particulière et n'a que cette tâche. On croirait voir les temps modernes de Chaplin déjà, alors qu'on est en 1803. À peine Napoléon perçait sous Bonaparte, pour paraphraser Hugo. Et il n'est même pas encore couronné, si en 1804, Napoléon, mais pas en 1803. Chacun a une tâche particulière, il n'a que cette tâche, hyperspécialisation. Un ouvrier singulier ne pourrait peut-être pas produire 120 épingles, ni même une seule. Ces 18 opérations distinctes réparties sur 10 ouvriers donnent une production de 4000 épingles par jour.
Alors ça ne nous paraît pas grand-chose, nous, mais pour l'époque, c'est fabuleux comme seuil franchi, n'est-ce pas, dans la production. Or, pour ce travail, ces 10 hommes, s'ils avaient travaillé dans une équipe de 18, en produiraient 48 000 en un jour. Mais la diminution de la valeur du travail est en rapport direct avec l'augmentation du volume des objets produits. Il y a même une esquisse de la théorie de la valeur. Pas ce cœur, non pas secret, au contraire très explicité par Marx, du marxisme, n'est-ce pas? Le travail devient d'autant plus absolument mort, il devient le travail d'une machine. L'habileté de l'ouvrier, singulier, devient d'autant plus infiniment bornée. Il y a déjà une dénonciation, n'est-ce pas, d'une aliénation dans ce travail-là, lorsqu'il est organisé par le système du capitalisme. Hein. L'habileté de l'ouvrier singulier devient d'autant plus infiniment bornée et la conscience de l'ouvrier d'usine est rabaissée au dernier degré d'abrutissement. Quand je ne donne pas de nom d'auteur, je lis ce texte, on me dit que c'est un texte de Marx. Et la connexion d'une espèce singulière de travail avec toute la masse infinie des besoins devient tout à fait impossible à voir et se transforme en une dépendance aveugle, en sorte que souvent, une opération éloignée gêne subitement et rend superflu et inutilisable le travail de toute une classe d'hommes qui, par lui, satisfaisaient leurs besoins. Je ne peux pas m'empêcher de terminer ce paragraphe qui suit, qui va se terminer sur une autre image qui doit vous être familière, car c'est cette image dont Gluskar a sorti le titre d'un de ses ouvrages, La bête sauvage, n'est-ce pas? Ces travaux variés, dans un monde moderne, hein, de machines, le monde de la marchandise, c'est la première phrase du Capital, n'est-ce pas? Ce monde qui nous apparaît d'abord comme une formidable accumulation de marchandises. Ces travaux variés en vue de la satisfaction des besoins pris comme choses doivent de même réaliser leur concept, leur abstraction. Leur concept universel, ça paraît obscur, vous allez voir, doit de même être une chose comme eux. Allez, je vous le dis tout de suite, il est en train de faire la genèse de ce qu'est l'argent, la monnaie, le cash, si vous voulez. C'est une chose, hein, mais une chose qui est en même temps un universel. Leur concept universel doit de même être une chose comme eux, mais une chose qui, en tant qu'elle est un universel, les représente tous. On peut dire que ce portable représente 20 fois la valeur de ce stylo, ou 30 fois, peu importe, ou inversement, n'est-ce pas, que ce paquet de cigarettes, je n'en ai plus, il y a longtemps que je ne peux plus, et un tantième, n'est-ce pas, une fraction de ce que vaut ce micro-ondes. Voilà, vous voyez, ils sont tous comparables en termes de la valeur d'échange. Alors, on y arrive. L'argent est ce concept matériel, concept, il n'y a rien de plus abstrait apparemment, on est dans le logos, on n'est pas dans la matière. L'argent est ce concept matériel, existant, pas dans ma tête. Hein. La forme de lui, c'est pas comme je dis l'homme en général par opposition à l'homme particulier auquel je serre la main. Je ne serre pas la main de l'homme en général. Ça, c'est l'homme en général, c'est une abstraction qui est dans ma tête. Tandis que là, c'est un universel qui est bien concret. L'argent est ce concept matériel existant, la forme de l'unité, ou encore, écoutez bien, la possibilité de toutes les choses du besoin. Hein, quand on reçoit sa paye, qu'on a l'argent en poche, on a un petit moment d'euphorie, on se sent tout d'un coup plein de possibles agrandis. Et comme Spinoza dit très bien, et que la joie vient d'une augmentation de puissance, on a tout d'un coup une augmentation de puissance possible, c'est pareil. Hein, c'est pouvoir, tout ça. Hein. L'argent est ce concept matériel existant, la forme de l'unité ou encore la possibilité de toutes les choses du besoin. Et c'est pour ça que ça nous rend fous, n'est-ce pas? Sans que, vous voyez, de toutes les choses du besoin, sans qu'une soit spécialement déterminée. Je ne sais pas encore ce que je vais acheter en premier. Pas l'argent ne désigne pas la marchandise qu'il va acheter avec, qu'il faut acheter avec en priorité. Ça, c'est autre chose. Voilà. Le besoin et le travail élevés à cette universalité forment ainsi, il est en train de définir notre monde, hein, pour soi, dans un grand peuple, un immense système de communauté et de dépendance réciproque, une vie qui se meut en soi-même, autonome, d'une réalité morte. Il est en train de parler de la société civile, ce qu'on appelle la société civile en philosophie politique, d'une réalité morte, vie qui dans son mouvement s'agite d'une manière aveugle et élémentaire et qui, telle une bête sauvage, a besoin d'être continuellement domptée et maîtrisée avec sévérité. Vous vous en doutez, Hegel ne laisse pas la sauvagerie libérale se déchaîner,
mais il dit que la bête, il faut la dompter et la maîtriser avec sévérité. Voilà, vous me donnez l'occasion de lire ce texte splendide, n'est-ce pas, qui est la conclusion du passage sur la fabrique d'épingles. Voilà, si vous voulez savoir exactement dans cette édition, c'est à la page 128 que ça commence. Merci mille fois, Stéphane, pour votre fidélité et la pertinence de vos questions.